Bonjour et bienvenue à Paranormalité. Question de terminer en force la saison, l'équipe a choisi de consacrer entièrement l'émission de cette semaine à la référence québécoise en matière de phénomènes étranges, M. Christian Robert Page. L'intérêt de M. Page pour les phénomènes paranormaux remonte à l'année 1976. Cette année-là, il a vécu une expérience insolite qui l'a amené à s'intéresser au sujet et à s'y passionner depuis ce temps. Monsieur Page, bonjour. Bonjour. Première des choses, Monsieur Page, je voudrais savoir, bon, là, vous êtes journaliste, depuis plusieurs années, vous travaillez sur les phénomènes paranormaux. Comment est-ce que votre expérience là-dedans a commencé? En fait, une statistique récente montre que, en fait, la moitié des personnes qui vivent dans les pays industrialisés croient en des phénomènes paranormaux. Et ce qui est le plus surprenant, c'est que 3 personnes sur 5, donc 60% de ceux qui croient aux phénomènes paranormaux, justifient leur croyance par des expériences personnelles. Donc, allons-y, c'est également une expérience personnelle. On est en juillet 1976. J'ai à l'époque 13 ans. Je reviens d'un petit village, Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, qui se trouve juste au nord de la frontière américaine, sur la route 223. Il y a à peu près 22 heures, je fais de l'autostop. Une voiture s'approche. Et là, évidemment, quand je raconte ça, ça paraît toujours un peu absurde. Et c'est souvent le lot des phénomènes paranormaux. C'est cet aspect un peu absurde. Alors, une voiture s'approche. Et puis, bon, on ne réinvente pas la roue. On fait de l'autostop. Je sors mon pouce. La voiture arrive. Elle dérape à ce moment-là. Est-ce que le chauffeur a été surpris de me voir comme ça sur le bas-côté de la route? La voiture, donc, dérape. Et au moment où la voiture va me happer, j'ai l'impression d'être soulevé du sol. Mais ça se passe très, très vite, là. J'ai l'impression d'être soulevé du sol. La voiture passe. Au moment où la voiture passe, je peux même bouger mes pieds au-dessus de la malle arrière du véhicule et je me dis « Wow, c'est vraiment incroyable ce qui se passe ». Une fois la voiture passée, je suis retombé dans le fossé qui était sur le bas-côté de la route. Il faut comprendre qu'on est dans un secteur très agricole. Donc, on a une route, un fossé et ensuite les champs qui sont des cultures de blé, de maïs. Et une fois que la voiture est passée, j'ai eu l'impression qu'il y avait des entités invisibles autour de moi. Et pendant à peu près 1 minute, j'ai été comme agressé par ces entités. Elles m'ont déplacé dans le champ. Je les entendais parler, je ne pouvais pas les voir. Et puis à un moment donné, tout ça s'est arrêté mystérieusement. Je me suis redressé, j'étais assis au milieu de ce champ. Il n'y avait personne autour de moi. Et cet événement m'a beaucoup bouleversé, évidemment on le comprend. Et je n'ai pas trouvé d'explication. Je n'ai pas la certitude que j'ai été réellement attaqué par des entités venues d'une autre dimension. Mais à tout le moins, c'est l'impression que j'ai, c'est le souvenir que j'ai. Il faut toujours se rappeler qu'on ne raconte jamais un événement, mais toujours le souvenir que l'on a de cet événement. Et c'est le souvenir que j'ai. Et cette expérience m'a amené à m'intéresser aux phénomènes paranormaux. Et la machine a été mise en marche. J'ai contacté des organismes à l'époque pour raconter l'histoire. Et c'est comme ça qu'on se retrouve ici 35 ans plus tard. Et justement, quels sont les organismes que vous avez contactés, puis quelles ont été par la suite là, toutes vos démarches? Est-ce que vous avez approfondi vos recherches sur votre expérience ou vous vous êtes complètement orienté vers le paranormal en général? En fait, c'est assez amusant parce qu'à l'époque, j'avais 13 ans, le paranormal ne m'intéressait pas du tout. Et puis, au lendemain de l'expérience, je me suis rendu dans une bibliothèque municipale où j'habitais à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et là, j'ai découvert pour la première fois que ces phénomènes-là étaient quand même assez répandus. Il y avait sur des rayons complets des ouvrages qui parlaient de fantômes, de maisons hantées, d'ovnis. Et là, je découvre tous ces événements-là. Et curieusement, à la même époque, quelques jours après mon expérience, des événements de type ovni. Et là, je précise bien que je n'associe pas mon expérience à des ovnis, mais quelques jours après mon expérience, il y a eu d'importantes observations d'ovnis dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. À ce moment-là, il y avait un organisme de Montréal, UFO Québec, qui se sont présentés sur place et qui ont enquêté sur ces observations. Et on avait laissé sous-entendre que si des gens avaient vécu des expériences mystérieuses le long de la rivière Richelieu, de prendre contact avec eux. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je les ai contactés. Mon expérience, m'ont-ils dit très rapidement, n'avait rien à voir avec les ovnis, mais j'avais un pied dans la porte à ce moment-là. Et très rapidement, on m'a accueilli au sein de UFO Québec et j'ai commencé mon travail d'enquête là-dessus. J'ai, bien sûr, au début, parce que c'était la vocation de l'organisme, j'ai d'abord commencé par m'intéresser aux ovnis, mais très rapidement, je me suis ouvert à d'autres dimensions du paranormal, maisons hantées, poltergeist et tout le reste. Et je dirais que je me suis surtout spécialisé comme étant un historien du paranormal. J'adhère pas forcément aux croyances sur les ovnis, aux fantômes. Je ne sais pas si tout ça existe, je ne sais pas si tout ça est vrai, mais je sais que l'histoire de ces événements-là, elle est bien réelle et c'est ce qui m'intéresse, c'est l'histoire des événements.
OK. Donc, comme vous venez de dire, vous ne croyez pas nécessairement à ça. Donc, quand sur le site Internet des Sceptiques du Québec, on vous qualifie comme étant trop croyant aux phénomènes paranormaux, vous leur répondez complètement que non, vous ne croyez pas du tout à ça, que vous faites juste empiler les documents, les faits, les livres et tout ça sur... Ce qui est très amusant quand on parle d'associations comme les Sceptiques du Québec, c'est qu'on n'est plus ici dans le domaine du scepticisme. Le scepticisme, c'est une prudence, c'est de dire je ne sais pas si c'est vrai, je vais réserver mon jugement et je vais attendre. Dans le cas des sceptiques, on est plus proche d'une forme de nihilisme, on nie tout. Tout n'existe, tout ça c'est faux, les voyants, les médiums sont tous des fraudeurs, bon, etc. Donc tout ça c'est dans la même boîte. Et c'est vrai qu'au Québec, je suis une personne qui est comme entre deux chaises. Je suis souvent trop croyant pour être un sceptique et trop sceptique pour être un croyant. Donc, je suis comme entre les deux. En fait, je fais l'affaire de ni l'un ni l'autre. Et j'accepte ce rôle-là, c'est correct comme ça. Je ne sais pas trop quoi en penser. C'est sûr qu'après 30 ans, j'ai moi-même été confronté à des événements que je n'ai pas expliqués. Je suis allé dans des maisons hantées, j'ai vu des meubles bouger, des portes d'armoire s'ouvrir d'elles-mêmes, pour lesquelles je n'ai pas trouvé d'explication, puis je peux t'assurer qu'il n'y avait pas de petit fil accroché. Cela étant dit, ça ne me force pas à accepter que nous sommes visités par des êtres venus de l'au-delà. C'est-à-dire que le jugement doit s'arrêter à la porte qui s'ouvre. Je sais qu'une porte s'ouvre sans raison. Je sais qu'on entend parfois des bruits de pas dans des escaliers. Je sais qu'on peut avoir un courant d'air froid ou d'air chaud dans une maison que l'on dit hantée. Et je crois que c'est mon oncle Albert qui revient de l'au-delà. Donc la frontière, elle est ténue entre ce que je sais et ce que je crois. La croyance, elle est légitime. Il est normal de croire à toutes sortes de choses, et d'autant plus de croire lorsque l'on parle des fantômes. C'est normal de croire à cette possibilité d'une vie après la mort. Et ça nous permet également d'entretenir des liens, souvent, avec des êtres chers qui sont disparus. Mais entre cette croyance qui est tout à fait légitime et la documentation explicite de ces phénomènes, il y a un monde entre les deux, et c'est une frontière que j'essaie de ne jamais franchir. Mais pour revenir à l'expérience personnelle que vous avez vécue, est-ce que c'est à partir de ce moment-là, cet événement déclencheur, est-ce que c'est ça qui a fait en sorte que vous êtes orienté vraiment là-dedans, ou vraiment à l'âge de 13 ans, vous pensiez faire complètement autre chose? Non, l'expérience pour moi a été si marquante que je n'avais que cette obsession-là. En fait, j'étais obsédé par l'expérience. Ce n'est pas le journalisme qui m'a amené au paranormal, mais le paranormal qui m'a amené au journalisme. Donc au début, je faisais un peu feu de tout bois, je ne savais pas trop vers quoi m'orienter, mais j'avais cette envie, ce besoin de parler de manière un peu pédagogique du paranormal. Peut-être que j'ai ce sens inné de la critique, donc j'étais critique par rapport aux phénomènes paranormaux, et je découvrais qu'il y avait là-dedans de l'information qui était très intéressante, malheureusement souvent traitée de façon exagérée par les médias, et j'avais ce besoin, cette envie d'en parler, mais comment en parler? Alors très rapidement, je me suis orienté vers le média. C'était par les journaux, par la télévision, par la radio qu'on pouvait en parler. Donc c'est le paranormal qui m'a amené au journalisme et à la communication. Et aujourd'hui, 30 ans plus tard, je continue de faire œuvre de pédagogie en essayant de communiquer aux gens ce que je sais et ce que j'ai appris sur le terrain avec les phénomènes paranormaux. Quand on prononce votre nom dans la rue ou même, peu importe dans les médias, on dit « Oh mon Dieu, Christian Robert Page, c'est la référence au Québec en phénomènes paranormaux ». Mais comment est-ce que justement vous avez monté cette crédibilité-là? En essayant de ne jamais prendre position. C'est-à-dire que j'essaie toujours de m'arrêter aux faits qui sont vérifiés et vérifiables. En fait, c'est dans le discours. Je pense que les gens sont sensibles au discours. On peut parler, en fait, on peut aborder n'importe quel sujet, sauf qu'il faut savoir mettre les bémols aux bons endroits. C'est-à-dire que lorsqu'on documente un cas de maison hantée, on peut parler des faits qui ont été vérifiés, vérifiables, et on se pose bien. Ces événements ont été documentés, nous le savons. Maintenant, l'interprétation que les gens feront de ces phénomènes, c'est là qu'on doit mettre un bémol, et c'est ce que je me suis toujours efforcé de faire. Donc, en disant aux gens, si vous adhérez à telle ou telle croyance, il est normal, c'est légitime, sauf qu'on ne peut pas prouver que l'au-delà existe.
C'est la même chose, par exemple, avec les ovnis. On a un ensemble de phénomènes aériens inexpliqués, inexplicables. Je sais que les ufologues se battent depuis quelques années pour parler plutôt de panne ou de panier pour phénomènes aériens non identifiés plutôt que d'ovnis, parce que ça suppose un objet qui n'est pas toujours là, en réalité. Donc, on voit que dans le discours, on essaie d'adapter les discours à être de façon générale, plus critique, en tout cas être plus prudent par rapport à ce que l'on énonce. Et moi, j'ai toujours été très, très, très prudent. Même certains m'accusent d'être trop prudent, d'avoir toujours, pour utiliser l'expression, avoir le cul entre deux chaises. Mais malheureusement, c'est un peu le cas. Et je pense que c'est la position la plus confortable, finalement, de ne pas prendre position. Et je pense que ce discours-là, éventuellement, a fait son chemin. Et aujourd'hui, si les gens apprécient ce que je dis, c'est parce qu'ils savent, d'une part, que je vais leur donner leur juste, que je vais leur dire ce qui a été vérifié et vérifiable, mais je ne ferme pas la porte à la croyance ou à des spéculations d'outre-espace, d'outre-tombe, mais en mettant bien un bémol pour dire que ça, c'est de la croyance. Et si on y adhère pour une question de foi et non pas par une question scientifique. Le fait d'être prudent, le fait d'être neutre, justement, entre deux chaises continuellement, vu que c'est votre formation, votre personnalité professionnelle, quand vous rencontrez quelqu'un de sceptique qui dit « Oh, moi, les phénomènes paranormaux, je n'y crois pas du tout », là, vous dites « Attention, là, il y a un bémol, il faut prendre en considération plusieurs choses, dont l'environnement. » Oui, parce que quand quelqu'un nous dit « Je ne crois pas aux phénomènes paranormaux », et la première chose à prendre en considération, c'est se donner une définition pour phénomènes paranormaux. Qu'est-ce que c'est que ces phénomènes paranormaux? En fait, on est en présence d'un ensemble de phénomènes tout à fait hétéroclites, différents les uns des autres, qui n'ont souvent aucun lien entre eux, si ce n'est ce dénominateur commun d'être inexpliqué ou inexplicable. Alors, à partir du moment où quelqu'un me dit « je ne crois pas aux phénomènes paranormaux », c'est comme s'il me disait « je ne crois pas qu'il puisse exister des phénomènes pour lesquels on n'a pas d'explication ». C'est un peu court. Il suffit de regarder dans la littérature médicale pour vite découvrir qu'on ne sait toujours pas qu'est-ce qui provoque les acouphènes, on ne sait pas pourquoi certains cancers rentrent en phase de rémission, on ne sait pas ce qui provoque les migraines, on ne sait même pas comment l'aspirine fonctionne. Donc, c'est comme dire « je ne crois pas à ces phénomènes-là parce qu'ils sont a priori inexplicables ». C'est un peu court. Donc, les phénomènes paranormaux, c'est un ensemble d'événements pour lesquels on n'a pas d'explication. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de sous qui sont mis pour cette recherche-là. On le comprend, on a d'autres priorités socialement. Et parce qu'on n'a pas de sous pour la recherche, pas d'argent, pas de recherche. Et là, évidemment, on reste un peu dans un vide. Ça ne nous empêche pas de s'intéresser à ces phénomènes parce que ce sont des phénomènes qui ont un impact social. Les gens s'y intéressent, les gens y adhèrent. On vit des phénomènes étranges pour lesquels on n'explique pas. Et ça fait partie d'une sorte de contexte social, ça fait partie de la fibre du canevas social. On s'y intéresse, on n'a pas d'explication, mais il faut quand même avoir la décence de se dire, bon, ce n'est pas parce que ces phénomènes-là ne s'expliquent pas qu'ils n'existent pas. Et là, moi, je dis, attention, les sceptiques, quand on tombe dans le nihilisme absolu, ça devient un peu agaçant. C'est comme les gens qui croient n'importe quoi, là. Il y a des gens qui vont adhérer à n'importe quelle croyance sans même avoir cet esprit critique de dire je vais prendre un pas par en arrière puis me dire bon, ben qu'est-ce que je peux vérifier là-dedans avant d'adhérer à ça. Bon, ben, les extrémistes, c'est toujours dangereux. Justement, est-ce qu'aujourd'hui, en 2011, vous travaillez encore sur quelque chose? Est-ce que vous nous préparez quelque chose? Ouais, actuellement, il y a plusieurs gros projets qui s'en viennent, notamment à Canal D. On est en train de travailler sur une nouvelle saison de Dossier Mystère qui avait très, très bien fonctionné. En fait, ça avait été pratiquement une des émissions phares là, de la saison 2005-2006. On est en train donc de faire de nouveaux Dossiers Mystères. Et ensuite, on va aller vers un aspect un peu plus sombre. Toujours à Canal D, on prépare une série sur les crimes occultes. Donc, on a déjà vu beaucoup de séries sur les tueurs en série, sur les agressions sexuelles en série, les crimes économiques, mais rien n'a été fait sur ces tueurs qui sont motivés par des préoccupations occultes. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans les phénomènes paranormaux, c'est cette récupération sociale que l'on va faire des phénomènes paranormaux pour en faire un peu des boucs émissaires à certaines exactions. Et Crime occulte m'apparaît une plateforme extraordinaire pour présenter ça. Donc, ça va être Crime occulte. Et ensuite, on a une autre série qui se prépare, qui sera à la recherche des lieux maudits. Donc, les gens qui ont pu suivre une série que j'avais fait, Évasion, où j'essayais de retrouver les grandes reliques du Christ et de la chrétienté, la tunique de Jésus, les sandales, les clous de la crucifixion, des morceaux de la croix. Alors là, cette fois-là, moi et mon équipe, on va se retrouver sur les routes du monde, à essayer de retrouver les lieux qui ont été marqués par des événements terribles, toujours associés un peu à l'occulte. Mais ces événements, c'est des lieux qui font encore trembler les gens lorsqu'on évoque leur nom. Donc, ce sera à la recherche des lieux maudits, ce qui devrait nous amener quand même aux alentours de 2014-2015. On est quand même assez loin. Tout à
l'heure, vous parliez de la série Dossier Mystère que vous avez mis en livre, en 2 tomes. Est-ce que vous nous préparez aussi quelque chose d'écrit? Oui, c'est-à-dire que là, j'ai signé récemment avec le groupe Librex, qui est un recueil, un regroupement d'éditeurs à Montréal. Donc, on retrouve là-dedans Libre Expression, entre autres. Et eux, à partir de l'automne prochain, donc j'ai accepté de produire, évidemment, compte tenu de toutes les investigations qui ont été faites sur le terrain, j'ai beaucoup d'informations de coulisses, des expériences personnelles qui vont sûrement surprendre beaucoup de gens parce que c'est des choses qu'on ne dit pas ou qu'on ne voit pas à l'écran. Donc, c'est une information qui va certainement amener des gens à prendre un certain recul par rapport à certains dossiers paranormaux. Et cette information-là, donc, je ne l'avais jamais rendue publique. Et j'ai eu une entente avec le groupe Librex pour produire 3 livres un peu autobiographiques sur mes propres investigations, dont le premier paraîtra en septembre 2011. Actuellement, le titre de travail, c'est Mystère et paranormal, je crois. Okay. Donc, c'est à surveiller. Donc, à partir de septembre 2011, on va voir ce premier tome d'investigation sur le terrain. Et je vais révéler aux gens, en fait, du travail de coulisses, comment on a tourné ça, comment on est arrivé à ça, et comment on a découvert telle ou telle information, ou qu'on a vérifié telle ou telle information. Justement, vous dites qu'on va découvrir certaines expériences personnelles que vous avez vécues sur le terrain. Est-ce qu'on ne pourrait pas en avoir un petit exemple? Bien, si on prend des histoires qui n'ont jamais été réellement révélées, je prends l'histoire qui nous touche tous ici parce qu'on en a beaucoup parlé. Je pense à l'histoire de l'OVNI de la place Bonaventure à Montréal. Bon, tout le monde parle de ça. Et quand on en parle publiquement, les gens ont tendance à croire que cette histoire-là a été expliquée. On dit, ah oui, c'était une aurore boréale, c'était des reflets de lumière, etc. Mais dans les faits, cette histoire-là n'a jamais été expliquée. Les médias ont fait ce que l'on appelle un argument d'autorité, c'est-à-dire au lendemain de l'observation, ils ont contacté des gens, des astronomes, des membres de l'Association des sceptiques du Québec notamment, et ces gens-là, ils sont tous allés de leur explication. Ça devait être une lumière, ça devait être une aurore boréale, ça devait être une météorite, ça devait être une étoile, une planète, mais aucune de ces explications-là ne tient la route. Ces gens-là ne se sont jamais donné la peine de vérifier l'information. Alors moi, ce que j'ai fait, et moi et d'autres, parce qu'on était plusieurs sur le terrain, des ufologues, je pense notamment à François Bourbeau qui était sur le terrain aussi, on a colligé de l'information, on est allé aux sources, on a vérifié, et il a fallu à peu près 1 an et demi pour colliger l'ensemble de ces données-là, les analyser. Et ce que les gens vont découvrir dans cet ouvrage-là, c'est en fait que les grandes gueules que l'on a vues dans les médias se sont exprimées sans savoir de quoi ils parlaient et que l'explication pour l'observation de l'OVNI de la place Bonaventure, aucune des explications proposées ne tient la route. Pour l'instant, cette histoire-là reste inexpliquée et inexplicable et on va expliquer comment nous, on a fait l'investigation autour de ça. Malheureusement, 1 an et demi après l'événement, on n'est plus dans l'actualité. Donc après, lorsqu'on est arrivé avec les conclusions de l'enquête, où on déboulonnait en fait l'ensemble des explications qui avaient été proposées au lendemain de l'observation par les sceptiques et autres gens comme ça, bien 1 an et demi après, les médias ont fait la sourde oreille, ont dit bon, l'OVNI de la place Bonaventure, c'est vieux, maintenant on n'en parle plus. Et les gens n'ont pas eu droit à cette information qualitative où on arrivait avec des conclusions certes moins précises parce qu'on ne sait pas ce que c'était, mais on sait ce que ce n'était pas. Et ce n'était pas une aurore boréale, ce n'était pas un reflet sur les nuages non plus. Donc, c'est ce que je vais révéler dans l'ouvrage. En fait, toute la démarche qui a été faite sur le terrain et que les gens n'ont jamais entendu parler, malheureusement. Même à ce moment-là, j'avais même contacté l'armée. C'était assez amusant parce que la police de Montréal disait que l'armée canadienne avait envoyé des chasseurs pour voir l'OVNI. Une petite anecdote amusante, j'ai contacté la base de Trenton en Ontario au lendemain de l'observation. Et le planton avec lequel je m'entretiens me dit au départ, il me dit, vous savez, il n'y a pas eu d'observation radar. Et s'il n'y a pas eu d'observation radar, on ne peut pas avoir donné l'autorisation à des avions de décoller pour aller voir ce que c'était. Alors je lui réponds que pourtant j'ai cette information-là que je tiens directement de la GRC de la police de Montréal. Le planton, visiblement agacé, me fait 3-4 remarques à propos que les policiers devraient davantage s'occuper des méchants Amérindiens qui étaient à Oka et me disent qu'il va contacter son chef et puis il va me revenir avec l'information. Ben, on est 20 ans plus tard et on attend toujours qu'il nous rappelle. Donc, on voit, c'est ce petit travail de coulisses, en fait, que je vais révéler, des petites anecdotes de ce genre-là. Paranormalité vous offre des références sur plusieurs thèmes insolites. Vous rencontrerez des spécialistes dans leur domaine qui vous aideront à vous forger votre propre opinion face à l'inexpliqué. Y croirez-vous?
À travers vos 30 années et plus là-dedans, bon, vous expliquez tout à l'heure que vous restiez neutre et prudent. On entend, mon Dieu, les phénomènes paranormaux, les ovnis, tout ça, ça date pas d'aujourd'hui ni d'hier. Ça fait des années qu'on en entend parler. Avant, on ne connaissait pas les technologies qu'on a aujourd'hui. La science, pareil. Avec l'évolution qui continue, est-ce que vous pensez qu'un jour, on va être capable de prouver scientifiquement que oui, sans nécessairement parler des ovnis, mais de phénomènes, qu'on sera capable de les expliquer à un moment donné? En fait, lorsque l'on parle de phénomènes paranormaux, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a une sorte de tendance à avoir, on a comme un besoin que ces phénomènes-là soient cautionnés par la science. Mais la science n'est pas le seul tamis par lequel l'ensemble des phénomènes qui gèrent notre vie sont passés au crible. C'est-à-dire, on ne peut pas documenter, par exemple, l'amour. Donc, et pourtant, c'est un stimulant important dans la vie des individus. Mais pour pouvoir documenter les phénomènes paranormaux, la science est un modèle. Hein. Il ne faut pas confondre un scientifique avec la science. La science est un modèle qu'on s'est donné. Ce modèle-là n'est pas parfait, mais il fonctionne bien et il a donné des résultats jusqu'à présent. Le problème, c'est que les phénomènes paranormaux ne cadrent pas avec ce modèle-là qu'on s'est donné. Alors, à moins que l'on change les paramètres de la science, qu'on accepte d'ouvrir la science, et ce qui se fait un peu avec l'avènement de la physique quantique, par exemple, on accepte maintenant que des phénomènes puissent être spontanés, c'est-à-dire qu'ils vont ne se produire qu'une seule fois, et ils vont se produire de façon si aléatoire qu'on ne pourra pas les reproduire en laboratoire. C'est déjà un pas en avant. On voit qu'on s'éloigne de cette science, de la reproductibilité qu'on avait mise en place dans les années 50. Mais il reste encore beaucoup à faire. Il faut revoir vraiment les balises de la science pour pouvoir y faire rentrer les phénomènes paranormaux, parce que tels qu'ils sont, tels qu'on les décrit, à cause de leur spontanéité, à cause qu'ils sont liés à la psychologie des gens qui les vivent, à leur état émotif, ces phénomènes-là cadrent mal avec cette base scientifique, ce modèle scientifique. Et je pense qu'à moins que l'on change les règles de la science, on ne documentera jamais les phénomènes paranormaux, à tout le moins pas de façon scientifique. On va les documenter sur le plan social, on va les documenter sur le plan de l'anecdote, mais sur le plan scientifique, il faut vraiment revoir les balises de la science pour ça. Mais ça se fait lentement, progressivement, et j'ai bon espoir que d'ici 20 ou 30 ans, ces phénomènes-là vont être mieux perçus par la science. Et est-ce qu'il va falloir attendre cette époque-là pour vous convaincre qu'effectivement, les phénomènes existent? En fait, on n'aura pas besoin d'attendre si loin. C'est-à-dire que j'ai été confronté à des événements qui me prouvent sans l'ombre d'un doute que les manifestations sont réelles. Hein? Les gens voient dans le ciel des phénomènes lumineux qu'ils vont rapporter, qui bien souvent, ces cas-là, après enquête, ne s'expliqueront pas. Les gens vivent dans leur maison des événements étonnants qui ont, dans certains cas, été documentés pour lesquels on n'a pas d'explication. Donc, en ce qui me concerne, il n'y a aucun doute sur la réalité de la manifestation. Oui. Quant à l'interprétation, sommes-nous en présence d'extraterrestres qui viennent de Bételgeuse ou sommes-nous en présence de revenants qui transcendent l'au-delà pour venir se manifester dans notre monde physique? Ça, pour moi, je ne franchis pas encore ce pas-là. Et je ne crois pas que même si on réussissait à documenter les phénomènes de façon scientifique, je ne crois pas qu'on réussira à me convaincre de l'inverse, à moins qu'on m'apporte une preuve irréfutable, c'est-à-dire un bon morceau de soucoupe volante sur lequel ça serait marqué « Made in Space ». Hein, ou encore une fois, un petit fantôme dans un bocal. Là, peut-être que je pourrais revoir mon jugement. Mais cette preuve-là, hélas, il faut bien l'avouer, 60 ans de recherche dans le domaine des ovnis n'a pas apporté la moindre preuve irréfutable d'une nature exotique des ovnis. Hein, je précise bien une nature exotique des ovnis. Exactement, au niveau de la parapsychologie, on a un siècle de recherche en parapsychologie et tout ce que l'on a réussi à faire en laboratoire, c'est d'établir des anomalies statistiques. Donc, on est loin encore là d'une preuve irréfutable de phénomènes de perception extrasensorielle. Quant aux fantômes et aux poltergeists, si on a réussi à documenter des centaines, sinon des milliers d'anecdotes, le pas pour franchir l'existence de l'au-delà reste encore à faire. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à venir? D'autres phénomènes? Ce qu'il faut nous souhaiter, à tout le moins, c'est cette curiosité. Cette curiosité qui nous permet de côtoyer ces phénomènes qui sont extraordinaires, qui font partie de nos vies. Hein, comme je l'ai mentionné, une personne sur deux dit croire aux phénomènes paranormaux et la moitié de la population de ceux qui croient se justifient par des expériences personnelles. Ces phénomènes font partie de nos vies, ils nous entourent, ils sont là, il suffit d'être un peu observateur
pour voir ces phénomènes se manifester dans notre environnement. Ils existent depuis l'aube des temps. Et certains des phénomènes qui étaient rapportés il y a 2 ou 3 000 ans continuent de perdurer. Hein. Vous savez, des histoires de fantômes, c'est pas récent, ça. J'ai en mémoire des récits qui datent du 1er siècle où des gens disaient dans une maison à Athènes, on entendait les chaînes d'un supplicié qui se promenait dans la maison la nuit. Et encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard, on raconte encore des histoires de fantômes. Donc, ce sont des phénomènes qui font partie de la société. Hein. C'est une sorte de tamis, une sorte de canevas de fond sur lequel la société évolue. Et ces phénomènes-là nous entourent. Lorsqu'on est arrivé au siècle du rationalisme, hein, les grands rationalistes disaient que ces phénomènes-là vont disparaître. Croyance aux fantômes, ce ne sont que de la superstition. Et pourtant, aujourd'hui, on continue d'en parler. Je pense qu'il faut garder cette curiosité. Ces phénomènes-là existent. Ils se produisent autour de nous. Ils sont fascinants. Et dans certains cas, notamment dans la recherche en parapsychologie, les recherches sur les fantômes, nous ont permis non pas de percer le secret de l'au-delà, mais nous ont permis d'en apprendre davantage sur ce que nous sommes, nous, comme êtres humains. Et ce qu'il nous présente, la facette qu'il nous présente, c'est que derrière notre machine biologique, il y a peut-être plus, il y a peut-être une conscience, et puis qui sait peut-être même un au-delà qui pourrait subsister après notre mort. On sait jamais. Peut-être que vous allez revenir. Ah, peut-être. En tout cas, si la réincarnation existe, je préfère me réincarner, je ne sais pas, en Amérique du Nord, par exemple, que dans des pays sous-développés. Si on a le choix, par exemple, on voudrait bien pouvoir avoir un contrôle sur la façon dont on se réincarne. Malheureusement, ceux qui croient à la réincarnation nous disent que tout ça est fonction de notre karma. Alors, je vais essayer de faire une bonne vie en ce moment pour être sûr d'avoir une bonne réincarnation. Je vous remercie beaucoup, M. Page. C'est très intéressant. Ça fait plaisir. Mesdames et messieurs, la saison de Paranormalité se termine aujourd'hui. Mon caméraman François Forger et moi-même tenons à vous remercier infiniment de nous avoir suivis au cours de ces 13 dernières semaines. Nous tenons à remercier particulièrement tous les invités experts qui ont donné généreusement de leur temps pour nous rencontrer et vous informer sur tous les sujets dont nous avons parlé au courant de la saison. Merci aussi à tous ceux et celles qui ont collaboré de près ou de loin à la production de la série. Vous pouvez continuer à visiter notre site Internet pour nous faire part de vos commentaires et suggestions de sujets. Un coffret DVD sera aussi en vente de toutes les émissions de cette saison et vous pourrez le commander via le site. Encore 1000 fois merci et à la prochaine.